Euh, Comment allez-vous? Bienvenue ce soir à l'Alliance numéro 41. Et désolé pour l'éclairage, j'ai une fenêtre latérale à moi, donc je suis peut-être mal placé. Je vais essayer d'avancer un petit peu, mais voilà. Je ne suis pas chez moi et donc par conséquent, c'est parfois un peu compliqué d'avoir exactement le bon éclairage et la bonne, comment dirais-je, la bonne disposition. Mais très heureux de vous avoir ici ce soir pour cette Alliance Éco numéro 41 du 6 août 2025. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, j'espère que ma flèche... Voilà. Nous allons parler ce soir de l'histoire de la monnaie, d'accord? Et je dis bien la monnaie versus l'or et l'argent, parce que la monnaie, c'est pas de l'or et de l'argent. Et pourquoi l'histoire de la monnaie mène à l'inflation. Un peu bizarre comme titre, mais je vais faire un petit cours d'histoire. Je me suis amusé à chercher toutes sortes d'informations et j'ai trouvé des choses vraiment tout à fait fantastiques. Donc, ceci pour vous expliquer comment l'inflation naît, pourquoi, etc., etc. J'espère que ça vous mènera à une conclusion, c'est que la monnaie, c'est-à-dire les petits billets et les pièces, c'est pas véritablement ce qu'il y a de plus intéressant. Bon. Alors, on va commencer par une différence entre ce qu'en anglais on appelle money, d'accord? Ce qui est money, si vous regardez, si vous allez chercher la traduction en français du mot money, eh bien c'est argent. Et currency, en anglais, eh bien c'est la monnaie. Donc c'est un peu différent parce que le terme money en anglais ne signifie pas monnaie en français. C'est comme ça. Donc il faut bien, comment dirais-je, s'adapter à sa langue et à la langue étrangère. Alors, qu'est-ce que c'est que le money, donc l'argent en français? C'est ce qui a une valeur intrinsèque sans contrepartie. Et l'ultime argent, eh bien, c'est le métal argent et le métal or qui sont véritablement le money, l'argent, qui n'ont pas besoin d'avoir une contre-valeur pour définir quelle est leur valeur. Tout le reste a besoin d'une contre-valeur. Et en tout le reste qui a besoin d'une contre-valeur ou d'une contrepartie, c'est la monnaie en français ou currency en anglais. Donc la monnaie, prenons le billet ou la pièce, d'accord, qui n'a de valeur que par la confiance en sa contrepartie. Et sa contrepartie peut être de l'or, de l'argent ou le gouvernement. Aujourd'hui, notre monnaie, donc notre currency, n'a aucune autre contrepartie que la confiance que vous accordez au gouvernement de donner de la valeur aux billets et aux pièces que nous appelons en général dans notre langage de tous les jours, nous utilisons le mot argent, à notre argent. Mais en fait, on utilise une mauvaise terminologie parce que le mot argent devrait normalement revenir au métal or et au métal argent, il n'y a rien d'autre. Donc, malgré tout, on va utiliser la terminologie habituelle, d'accord, et on va appeler, enfin, ici dans ce live-ci, je vais je vais me forcer à utiliser la terminologie telle que je la définis ici, à savoir money en anglais c'est l'argent, c'est-à-dire ce qui a une valeur intrinsèque, et la devise, la monnaie, c'est ce qui a une valeur en fonction de sa contrepartie. On va voir quelles sont les contreparties tout de suite. Et à partir de cette définition, on va aller chercher des petites histoires, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et dans le présent, et qu'est-ce qui va se passer dans le futur, et qui peut nous éclairer sur la relation qu'il y a entre l'argent et la monnaie. Alors, quelles étaient les toutes premières monnaies? Ben, les toutes premières monnaies, c'est celles qu'on a trouvées, enfin, historiquement, c'est ce qu'on nous apprend en tout cas. Ça viendrait du dictateur Crésus, qui était
le dictateur de la Lydie, 680 avant Jésus-Christ, et qui avait créé des pièces dont vous voyez certains exemples ici en haut à gauche et en bas à gauche. Donc, ce qu'on appelle le statère. Le statère, c'était une pièce en relief qui représentait un lion, qui était l'animal fétiche de la Lydie. Et vous avez encore d'autres pièces, mais qui ont une caractéristique, ces pièces sont en or fin, enfin, le plus fin possible, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas capables de créer de l'or à 999,9 pour 1000 de pureté, mais c'est quand même de l'or à 95% de pureté, ce qui est pas mal du tout pour l'époque déjà de pouvoir fondre de l'or à un tel degré de pureté. Et donc, ces pièces n'avaient pas de valeur faciale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un montant qui était écrit sur la pièce. Il n'y a que des signes, comme vous voyez, un lion ou un cheval ailé ou quelqu'un qui tire à l'arc ou une tête humaine ou une figure géométrique. Ces pièces avaient une valeur parce que c'était le poids de la monnaie qui définissait la valeur. Si c'était un poids aujourd'hui on s'exprime en grammes, si c'était un poids de 10 grammes, eh bien, cette pièce avait moins de valeur qu'une pièce qui pesait 15 grammes ou 20 grammes ou 30 grammes. Donc, ça, c'est les toutes premières monnaies. Et on a continué à travailler avec des pièces métalliques jusqu'à Louis XV. Donc, c'est quand même très loin, ça veut dire 1700, dans les 1720, quoi. Voilà. Et évidemment, ces pièces, bon, elles ont chaque civilisation, si je puis dire, avait un peu ses propres pièces, et il y avait des gens qui pesaient la pièce et qui définissaient, tiens, telle pièce a un peu plus de valeur que celle-là, parce qu'elle contient plus d'or ou plus d'argent. En 510 avant Jésus-Christ, il y a la première démocratie au monde qui s'appelle la ville d'Athènes, ou du moins la région d'Athènes en Grèce. Et ce que vous voyez ici, c'est un tétradrachme, c'est-à-dire 4 drachmes, une valeur de 4 drachmes en une seule pièce, qui représente la déesse Athéna d'un côté et une chouette de l'autre, et la chouette était réputée comme le symbole de la sagesse ou de l'intelligence à Athènes. Et donc, là non plus, toujours pas de valeur faciale sur cette pièce. Alors, pourquoi est-ce que je donne ça comme exemple? Parce que ces premières monnaies, c'est véritablement de l'argent. C'est vraiment ce que j'ai appelé, dans ma définition précédente, du money, c'est-à-dire de l'argent, c'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur sans contrepartie. Pourquoi? Parce que ces pièces sont faites dans du métal le plus fin possible, et ce métal est inaltérable, en tout cas pour l'or, c'est inaltérable. Et vous savez comme moi que la civilisation athénienne, à un certain moment, s'est écroulée. Alors, demandons-nous pourquoi. Eh bien, la chute de l'hégémonie d'Athènes a commencé quand ils ont démarré les guerres du Péloponnèse, c'est-à-dire contre la ville de Sparte, qui était la deuxième grande puissance de la Grèce. Et c'est une guerre qui a duré quand même pratiquement 27 ans, 31 à 404 avant Jésus-Christ. Et vous savez très très bien comme moi qu'il n'y a pas d'entreprise ou d'activité humaine plus chère que la guerre. Rien ne coûte plus cher que la guerre, parce que la guerre, ça détruit tout. D'abord, l'armement coûte terriblement cher, et en plus, ça détruit énormément de choses qu'il faut reconstruire par derrière. Donc, il n'y a rien qui coûte plus cher que la guerre. Et les Athéniens, à un certain moment, comme ils avaient fait des conquêtes territoriales, à l'époque, quand on faisait des conquêtes, on piquait toutes les richesses des gens qu'on avait attaqués, et ça permettait de financer la guerre au départ. Mais quand ces richesses ont été, comment dirais-je, on va dire dilapidées, mais en tout cas épuisées pour financer la guerre, eh bien, il y a des petits malins à Athènes qui se sont dit, pourquoi ne pas mettre une valeur faciale sur la pièce? Autrement dit, on créait une pièce et on disait, voilà, ça vaut 1 drachme ou 4 drachmes ou 6 drachmes, etc. Et au départ, ce n'était pas véritablement des montants qu'il y avait dessus, c'était la taille de la pièce.
Et puis, à un certain moment, on a réduit de plus en plus la taille de la pièce, mais on a aussi mis une valeur faciale. Aujourd'hui, vous avez une pièce de 1 euro et il est marqué un chiffre 1 dessus. 2 euros, il y a une pièce un chiffre 2 dessus. Comme ça, personne ne peut se tromper. Il s'agit bien de 1 euro, 2. Donc, c'est ce qu'on appelle la valeur faciale de la pièce. Mais, bien évidemment, comme la guerre coûtait toujours de plus en plus cher, eh bien, à un certain moment, on s'est dit, mais il manque de l'argent ou il manque de l'or. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des pièces de même taille, avec les mêmes effigies, la même valeur faciale, mais au lieu de garder ces pièces en or ou en argent massif, eh bien, on va rajouter du cuivre ou du zinc ou de l'étain, peu importe. On va faire des alliages. Et donc, la valeur intrinsèque, et ceci est très important, la valeur intrinsèque, je rappelle, l'argent dans cette définition-ci, c'est ce qui n'a pas besoin de contre-valeur, parce qu'elle a une valeur intrinsèque. Eh bien, la valeur intrinsèque de la pièce qui valait véritablement 4 drachmes en argent ou en or massif, eh bien, tout d'un coup, ça valait 4 drachmes, mais ce n'était plus de l'or massif, mais c'était plus de l'argent massif, c'était 50% de cuivre à l'intérieur dedans, avec une même valeur faciale. Et donc, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ou ça vous dit quelque chose? C'est ce qu'on appelle le financement des dépenses déficitaires. Pourquoi? Parce que la guerre, ça coûte très cher, il n'y avait pas assez de revenus. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a artificiellement créé de la monnaie, mais pas de l'argent. On a artificiellement créé plus de moyens de paiement, mais ça n'a rien ajouté à l'argent, c'est-à-dire la quantité d'or ou d'argent qui avait disponible avec ou sans les mines d'argent ou les mines d'or à Athènes et ses alliés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à force de faire des pièces de plus en plus petites et de plus en plus de qualité moindre, on a fait de plus en plus de pièces. Et bien, les Athéniens ont réussi le tour de force en 2 ans, c'est-à-dire à peu près de 406 à 404, à complètement dévaluer leur monnaie. Leur monnaie ne valait absolument plus rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, évidemment, c'est que ceux qui avaient de l'or pouvaient acheter littéralement des pans entiers de la ville. Tous ceux qui avaient réussi à garder de l'or métallique ou de l'argent métallique pouvaient littéralement acheter n'importe quoi parce que, comme la monnaie ne valait plus rien, on est revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire le métal argent pur ou l'or pur, mais évidemment, exprimé en monnaie locale, le prix de l'or et de l'argent avait explosé, et donc ils pouvaient acheter pratiquement quoi. Donc si on prend, comme j'ai démarré cette présentation en disant on va voir un petit peu la monnaie versus l'or et l'argent, si on prend ça comme un match de football, et puis on peut dire c'est 1-0 pour l'or et l'argent, d'accord? Voilà, on est à peu près dans cette situation-là. Alors on va passer à une deuxième civilisation qui a suivi d'ailleurs les Athéniens, c'est la Rome antique. Et la Rome antique, Rome a de tout temps été une civilisation extrêmement guerrière, puisque de 281 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ, eh bien, pratiquement tout le temps, Rome a été en guerre quelque part. Pas nécessairement en Italie, pas nécessairement en Gaule, mais à peu près partout, puisqu'il ne faut pas oublier que l'influence des Romains s'étendait sur la totalité de la côte méditerranéenne de l'Afrique, la totalité de la Turquie actuelle, de Israël, Syrie, etc., etc. Ça allait jusqu'en Iran et en Irak. Ils ont été jusqu'au Pakistan. Donc, c'est quand même très, très loin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tant que les trésors qu'ils rapportaient de leur conquête étaient capables de payer pour la guerre, tout allait relativement bien. Mais, bien évidemment, plus on conquiert de territoire, plus les dépenses deviennent énormes et bientôt les trésors des conquêtes ne suffisent plus. Et donc, ce qu'on a constaté, et ce que les historiens ont constaté que faisaient les Romains, c'est que
au lieu d'avoir des pièces, parce que c'était toujours de la pièce, je vous rappelle que le papier et le billet, ça n'existait pas, donc c'était toujours de la pièce, ben, les pièces étaient de plus en plus petites, mais avaient toujours la même valeur faciale. Autrement dit, quand on dit, voilà, cette pièce-ci, elle a la valeur de 1 gramme d'or, alors que la pièce n'a pas de gramme d'or, ben, vous comprenez bien que là, on ne joue plus du tout dans un jeu de confiance. Les gens disent, c'est pas possible que cette pièce dise, ça a la valeur d'1 gramme d'or, alors qu'il n'y a pas d'or dedans. Et vous comprenez, c'est tout de suite une question de confiance qui apparaît à la surface, parce que les gens se demandent, est-ce qu'on n'est pas en train de nous prendre pour des imbéciles, quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était le système de taxation à Rome. Les gens devaient, pour payer leurs taxes, ils apportaient des pièces. Et ce que faisaient les gens des impôts là-bas, ben, c'est qu'ils coupaient littéralement des petits coins, un petit triangle, ils enlevaient des petits triangles à la pièce. Et ça, chaque pièce était taxée. Et il y avait un petit triangle qui disparaissait de la pièce. Et de cette façon-là, non seulement la quantité de métal dans la pièce diminuait, même si elle gardait sa même valeur faciale, mais évidemment, que faisaient les impôts? Eh bien, ils refondaient tous les petits coins qu'ils avaient taxés, ils refaisaient des pièces avec ça, et donc ça commençait à augmenter ce qu'on appelle la masse monétaire, et donc ça a créé de l'inflation. D'accord? Et puis, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? C'est qu'ils ont créé des pièces aux alliages totalement sans valeur, mais avec une valeur faciale de plus en plus grande. Souvenez-vous de nos pièces de 5 francs français et 10 francs français, surtout la pièce 5 francs français qui était une grosse pièce, mais même dans cette pièce-là, qui avait l'air d'être une belle pièce en argent, je me souviens bien, quand j'étais petit, je voyais ça avec une énorme pièce, c'était fantastique. Mais ça valait pas tripette en matière de métal, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment? C'est que à un certain moment, il y a eu un empereur, Dioclétien, qui est arrivé au pouvoir, qui est resté au pouvoir de 284 à 305 après Jésus-Christ, et il s'est rendu compte que il y avait déjà une inflation galopante, que les gens crevaient de faim, surtout les plus pauvres, que ce n'était pas possible, et donc par conséquent, il a créé une pièce en cuivre et en étain sans valeur métallique, mais il en a créé des millions et des millions, et ça a toujours créé une inflation galopante. À un certain moment, il en a eu marre, et en 301, ça c'est intéressant, il a édité une réglementation qui s'appelle l'édit des prix, hein, édictus des prix, voilà, et cet édit disait la chose suivante: tous les salaires sont gelés, et toute personne, tout commerçant qui vend quelque chose plus cher que ce que le gouvernement autorise sera liquidé, tête coupée, terminé, peine de mort. Bon. À sa stupéfaction, qu'est-ce qu'il a constaté? C'est que les prix ont continué à grimper. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à partir du moment où les marchands ne peuvent plus faire de profit, ben, ils se disent à quoi ça sert de continuer à faire quelque chose? Mes prix de matières premières continuent à augmenter, et moi je dois vendre à un prix fixé, et donc je perds de l'argent, donc je ferme boutique. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, deuxième chose aussi, c'est que les gens qui ne pouvaient plus avoir de salaire augmenté malgré le fait qu'ils prestaient toujours, voire même plus, eh bien, ils se sont dit, si l'État fait semblant de me payer, moi, je vais faire semblant de travailler, ou même pas. Je vais carrément quitter mon boulot et je vais rentrer comme candidat à comment dirais-je, la bonté de l'État. Parce que oui, effectivement, en 301, Dioclétien a créé la première sécurité sociale, à savoir que sur une population de Rome qui à l'époque était une ville absolument gigantesque pour l'époque, je parle de tout début après Jésus-Christ, eh bien, la ville de Rome comptait 1 million d'habitants. Il y avait aucune ville dans le monde entier, peut-être en Chine, mais en tout cas pas dans le monde occidental,
qui a possédé une telle population. 1 million d'habitants, c'est la taille de la ville de Bruxelles aujourd'hui. Donc c'est quand même énorme. Eh bien, 200 000 personnes de ce million, c'est acté, hein, on a trouvé des documents qui prouvent cela, 200 000 personnes recevaient le blé gratuit parce qu'ils n'avaient pas de boulot. Mais il faut évidemment, ce blé doit être payé d'une façon ou d'une autre. Et il y avait beaucoup de chômeurs. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il a fait, Dioclétien? Eh bien, il a augmenté la taille de l'armée. Mais l'armée doit être payée aussi, bien évidemment. Il a réalisé de gros travaux publics pour mettre des gens au travail. Et il a payé énormément de gens qui ne travaillaient plus. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Eh bien, il a dû faire augmenter la masse monétaire, c'est-à-dire qu'il a créé de plus en plus de pièces de cuivre et d'étain. Il a inondé le marché de ces pièces, mais le problème, c'est que plus personne ne faisait confiance à cette masse monétaire. Et donc, on a des écrits de ça. C'est la première hyperinflation documentée du monde, puisque en 301, on sait que 250 grammes d'or, donc un quart de kilo d'or, c'est pas rien, d'accord, valait 50 000 dénarii. Je vous signale que le dénari, c'était la monnaie, l'unité monétaire de Rome, et c'est de là que vient le mot dinar, hein, le dinar irakien, le dinar iranien ou le dinar marocain. Eh bien, donc c'est 50 000 dénarii. Eh bien, 45 ans plus tard, 250 grammes valait 2,12 milliards de dénarii, c'est-à-dire que le prix de l'or avait été multiplié par 42 400 fois. Donc, c'est vous dire l'extraordinaire inflation que ça a représenté. Et donc, qu'ont fait les gens? Eh bien, puisqu'ils n'avaient plus d'argent et que l'argent n'avait plus aucune espèce de valeur de confiance, eh bien, ils sont revenus au troc, évidemment. Par contre, tous les gens qui ont réussi d'une façon ou d'une autre à garder de l'or ou de l'argent, eh bien, en 350, on sait qu'il y avait des gens qui étaient réputés pauvres, mais qui avaient de l'or et de l'argent, ont acheté des pans entiers de la ville de Rome et évidemment sont devenus de riches propriétaires qui créaient des loyers, qui recevaient des loyers invraisemblables après la crise, quand tout a été rétabli. Et donc, bien évidemment, on voit de nouveau que l'or se venge. C'est donc, si je peux dire, dans le match, on est à 2-0 pour l'or et l'argent contre la monnaie. Maintenant, prenons quelques leçons de cela, d'accord? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces deux histoires? Eh bien, je me suis permis de les écrire carrément sur ce slide parce que je crois qu'elles sont vraiment importantes. Les dépréciations de la monnaie et les dépenses purement déficitaires pour financer l'armée, des travaux publics, des programmes sociaux et la guerre, ça vous rappelle quelque chose? Hein? Regardez ce qui se passe chez nous, ont entraîné la chute d'Athènes et de l'Empire romain. Comme tous les empires de l'histoire, excusez-moi, c'est mon épouse qui revient avec le fromage que j'adore le plus et qui vient de me le passer sous le nez pour me titiller un petit peu. C'est très drôle. Merci, mon amour. Bon, donc, comme tous les empires de l'histoire, les gouvernants se sont crus à l'abri des lois de l'économie et c'est exactement ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on se croit à l'abri des lois de l'économie? Eh bien, tout simplement, au départ, la monnaie était adossée à l'or ou l'argent, ou était même directement de l'or et de l'argent. Mais si on déadosse la monnaie de l'or et de l'argent pour financer des travaux publics, pour financer des programmes sociaux, pour financer la guerre, eh bien, à un certain moment, cet argent n'est plus crédible aux yeux du public, qui se tourne vers autre chose. Et sachez que ce schéma s'est répété tout au long de l'histoire et toujours, c'est terminé mal. D'accord? Je vous raconte une chose qui m'est arrivée quand j'ai été envoyé par mon premier employeur, qui était la plus grosse banque de Belgique, la Générale. J'ai été envoyé en Argentine pour faire un petit stage là-bas, dans pas des filiales, mais des bureaux qu'ils avaient localement, dans le cadre de mon stage de relations interbancaires.
Eh bien, je suis arrivé à Buenos Aires et le lendemain, j'ai pris un taxi pour aller jusqu'à l'endroit de mon travail à Buenos Aires. Et le chauffeur de taxi m'a demandé, est-ce que vous payez votre course maintenant ou à l'arrivée? Moi, bête type, je dis, ben, je m'en fous, moi. C'est quoi la différence? Elle me dit, c'est très simple, à l'arrivée, c'est le double du départ. Je dis, pardon, vous vous foutez de ma gueule? Il dit, non, non, monsieur, l'argent a 2 fois moins de valeur en 20 minutes et c'est à peu près le temps que va prendre la course. Donc en Argentine, ils avaient une inflation qui se chiffrait en milliers de pourcents par an. Impressionnant. Et donc il m'a dit, si vous payez en dollars, je m'en fous, alors vous pouvez payer quand vous voulez. Ce qui prouve une chose, quand ce chauffeur de taxi qui n'avait plus du tout confiance dans la monnaie de son pays, d'accord, eh bien, et d'abord, il prenait une marge de sécurité énorme, ça c'est sûr, mais surtout, il disait payez-moi en dollars. Il ne demandait qu'une chose, c'était d'être payé en autre chose que la monnaie de son pays. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus confiance dans la monnaie de son pays. Et en Argentine, on a connu ça souvent. Aujourd'hui, c'est le cas du Zimbabwe, c'est le cas de plusieurs pays, au Venezuela, entre autres, où les gens cherchent à être payés d'une autre façon qu'en monnaie locale parce que cette monnaie n'a strictement plus aucune valeur. Et je vais illustrer ça tout de suite avec la République de Weimar. Vous allez tout de suite vérifier. Alors, il n'y a pas que les gouvernements qui font des conneries. Il y a le public lui-même peut faire des énormes bêtises et entraîner des crashs pas possibles. Et je voudrais vous illustrer ça par le tout premier crack de boursière de l'histoire, c'est ce qu'on appelle la bulle des tulipes en Hollande. Alors, qu'est-ce que c'est que ce crack des tulipes en Hollande? Alors ici, j'ai fait mes petits copions parce qu'il y a beaucoup à raconter. Je ne voudrais pas oublier quelque chose, donc j'ai pris quelques notes. Permettez-moi de me référer à mes notes. Bon, première chose, je voudrais vous poser une question. Pour vous dire combien c'était absurde cette histoire, est-ce que vous seriez prêt à payer 1,2 million d'euros pour un bulbe de tulipe? J'imagine, enfin, je vais le dire autrement. Si votre réponse est oui, je suis prêt à payer 1,2 million pour un bulbe de tulipe, moi j'ai une requête à vous faire, s'il vous plaît. Vous arrêtez tout de suite d'écouter ceci et vous téléphonez tout de suite à un psychiatre, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre tête, hein, d'accord? Bon. Donc, si vous ne téléphonez pas à un psychiatre, restez avec moi, hein, c'est bien, et vous verrez à quel point le public peut devenir complètement siphonné. Alors, la tulipe, c'est quoi? Ben, tout le monde pense aux tulipes enfin à la Hollande quand on pense aux tulipes, mais il faut comprendre que les tulipes n'existaient pas en Europe avant les années 1630, puisqu'elles ont été importées de Turquie, qui elles-mêmes ont été importées de je ne sais où. Et donc, en 1593, les premiers bulbes de tulipes ont été importés en Hollande depuis la Turquie. Et cette fleur tulipe, c'est une fleur assez délicate. Hein, les pétales tombent facilement, mais c'est une fleur assez délicate. Et ça est très vite devenu un symbole de statut que d'avoir des tulipes dans son jardin. Et c'est devenu un symbole de statut énorme pour les riches et surtout pour la royauté. Et donc, comme vous voyez dans le petit diagramme sur votre écran, vous voyez le petit diagramme en rouge là, d'accord? Ben, vous voyez qu'en 1634 a commencé la manie des tulipes et pendant 2 ans et demi, le prix du bulbe de tulipe a augmenté assez fort. Et on va voir tout de suite pourquoi tout d'un coup il y a cette énorme pointe en 1637, d'accord? Et donc, cette manie s'est transformée en bulle économique. On a un écrit qui date de 1636 qui décrit ce que quelqu'un a payé pour un bulbe d'une tulipe de la variété viceroy. Je vous lis, vous allez tomber votre chaise. La personne qui a acheté ce seul bulbe viceroy, donc on est à la fin de 1636, au début de 1637, donc on est dans la ligne très montante là du diagramme que vous avez devant vous.
Il a payé 8000 livres de blé, plus 16 000 livres de seigle, plus 4 bœufs gras, plus 8 porcs gras, plus 12 moutons gras, plus 2 tonneaux de 560 litres de vin, plus 4 tonnes de bière, donc 4 tonnes, c'est 4 énormes tonneaux de 600 litres ou 500 litres de bière, plus 2 tonnes de beurre, plus 1000 livres, 500 kilos de fromage, plus un lit, un costume avec de l'or et un gobelet en argent. Tout ça pour un seul bulbe de tulipe. Alors, c'est pour ça que je vous demande si vous êtes prêt à payer 1,2 million d'euros pour un bulbe de tulipe. D'accord? Eh bien, à son apogée, en 1637, un seul bulbe de la variété, d'une autre variété de tulipe qui s'appelle Semper Augustus, se vendait 6 000 florins. Pour donner une comparaison, le salaire annuel moyen en Hollande à l'époque était de 150 florins. Autrement dit, ça voulait dire qu'un seul bulbe de tulipe pouvait se vendre 40 fois le revenu annuel moyen d'un Hollandais. Donc, pour mettre ça en perspective, supposons que le salaire moyen en Europe soit d'environ de 30 000 euros, eh bien, ça signifierait qu'un bulbe de tulipe coûterait aujourd'hui 1,2 million d'euros. Vous comprenez? Bon, évidemment, il y a très rapidement des gens qui ont commencé à réaliser à quel point cette situation devenait ubuesque et complètement folle. Et ce qu'on appelle le smart money, c'est-à-dire l'argent intelligent. L'argent intelligent, c'est les gens intelligents et l'argent de ces gens. L'argent intelligent a commencé à vendre, et ils ont commencé à vendre avant même d'avoir atteint le pic, d'accord? Et ils ont vendu contre quoi? Ben, contre de l'or et de l'argent, ou contre des bœufs, des grues, tu sais, qu'ils ont transformés en or et en argent. Cette fois-ci, en or métallique et argent métallique. Et en l'espace de quelques semaines seulement, le prix des bulbes de tulipe est tombé à sa valeur réelle, à savoir 5 ou 6 bulbes pour un seul florin. Sachez seulement que la dévastation financière qui s'est abattue sur l'Europe du Nord, à la suite de ce crash boursier, a duré des décennies. Il y a des gens qui ont perdu toute leur fortune, particulièrement des ducs et des princes, tout ça pour avoir le symbole de statut, d'avoir des tulipes dans son jardin. Donc, c'est vous dire la bêtise des boursicoteurs ou surtout la cupidité des boursicoteurs. Où est-ce qu'elle est mon truc? Ah, ici. Donc, quelle est la leçon numéro 2 de cela? Bien, il faut savoir une chose. Les gens avisés, ceux qui font des recherches, ceux qui s'intéressent à la question, ceux qui ont de l'éducation financière, je vous jure que c'est vrai, ceux qui ont de l'éducation. C'est pour ça que j'ai tellement insisté au début de cette série de Alliance Éco, le tout premier Alliance Éco, j'ai parlé exclusivement d'éducation financière. Eh bien, des gens avec de l'éducation financière, ce qu'on appelle le smart money, recherchent toujours les secteurs en développement et y investissent avant tout le monde. Et pour savoir ce que c'est qu'un secteur en développement, ben, il faut prendre des renseignements. Il ne faut pas prendre des renseignements auprès de la presse, parce que la presse est toujours en retard. La presse vous parlera d'un secteur en développement quand ce secteur est déjà fortement en développement. C'est plus à ce moment-là qu'on fait des bonnes affaires. D'accord? Mais ce sont des gens qui réfléchissent et qui disent comment est-ce que le monde évolue et dans quoi est-ce qu'on va? Aujourd'hui, quels sont les secteurs en développement? Ce n'est pas tellement compliqué à comprendre. Regardez ce qu'a fait Trump. Trump, il a eu une grosse discussion, même en public, tout de suite après son élection, pardon, après son investiture. Et de quoi est-ce qu'il a parlé? Il a parlé d'intelligence artificielle, il a parlé d'algorithmes et il a parlé de technologie financière. Ces trois secteurs-là sont les secteurs qui aujourd'hui sont en explosion. Vous voulez investir dans quelque chose avant que la grande masse ne se réveille, parce que tout le monde a entendu parler de ça. Mais 99% de la population dit « Ah bon, c'est quand même incroyable, hein, ils vont investir dans de l'intelligence artificielle. » Ils ne pensent pas plus loin. Ils ne se disent pas « Mais est-ce qu'il y a des places à prendre là? Est-ce que c'est un secteur dans lequel ça serait intéressant d'investir ?»
et faire des recherches. Et donc, c'est ça, le smart money, ce sont des gens qui recherchent toujours ce secteur en développement et investissent avant les autres. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, évidemment, comme ils ont investi là-dedans, il y a des investissements, il y a des progrès qui se font, etc. Il y a des entreprises dont le prix commence à monter. C'est exactement la même chose avec le bulbe de tulipe, d'accord? Et à un certain moment, tout le monde a envie d'avoir des bulbes de tulipe. Tout le monde doit avoir l'action Apple, tout le monde doit avoir l'action Nvidia, tout le monde doit avoir l'action Microsoft, etc. Qu'est-ce qui se passe avec ces actions? Les prix montent hors de proportion. Si vous recherchez aujourd'hui les prix des GAFAM sur la bourse américaine, eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué dans un des Allianz Eco, je ne sais plus exactement quel numéro. J'ai dit, il y a une chose qu'il faut toujours vérifier, c'est ce qu'on appelle le price earnings ratio, c'est-à-dire le ratio entre le prix et les dividendes. Si vous achetez une action et vous devez attendre 40 ou 50 années de dividendes avant de récupérer le prix de votre action, vous êtes complètement siphonné parce que cette action est totalement surévaluée. Et pourquoi est-ce qu'elle est surévaluée? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de l'offre et de la demande, et que si tout le monde veut avoir l'action Apple, ben Apple serait bien con de ne pas vendre son action très très cher. Tout le monde en veut, et il n'y a qu'une offre limitée d'actions, ben, du coup, les gens sont prêts à payer plus cher pour avoir l'action plutôt que ce soit leur voisin qui ait l'action. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé avec la tulipe. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand le prix de l'action monte, la masse des gens s'engouffre dans cette action, dans cet achat, et évidemment, il commence à y avoir une bulle, c'est-à-dire que la bulle commence à gonfler, exactement comme un ballon, quoi, d'accord. Mais évidemment, quand la bulle explose, je peux vous assurer une chose, c'est que la smart money a déjà quitté la bulle depuis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu très très cher ce qu'ils avaient acheté très bon marché au départ en y investissant avant tout le monde. Ils ont vendu très très cher, ils ont amassé des tonnes d'argent et d'or. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont déjà en train de chercher les autres secteurs qui vont démarrer, qui vont être la prochaine opportunité. N'oubliez jamais, toute crise, et c'est pour ça le mot chinois pour crise et opportunité, c'est le même mot. C'est identiquement le même mot pour des crises et opportunités. Ça veut dire quoi? Eh bien, toute médaille a deux faces, pardon. Toute médaille a deux faces. L'une face s'appelle crise et l'autre face s'appelle opportunité. Il faut toujours aller chercher les opportunités dans les crises. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de crise. Il y a des tas d'opportunités à prendre, mais il faut apprendre à les chercher. Et ça, c'est une leçon absolument importante. Mais ce qui est aussi important, c'est de dire, tiens, quand il y a les crises, eh bien, l'or et l'argent métallique en sortent toujours gagnants. Leçon numéro 2 pour aujourd'hui. Alors, continuons notre petite histoire de la monnaie et de l'inflation. Permettez-moi de vous présenter M. John Law, qui a amené la France en faillite en 1727. D'accord? John Law est l'inventeur, si on peut le dire, c'est pas tout à fait l'inventeur, mais c'est le promoteur en chef de la monnaie papier. Je vous ai dit, jusqu'en Louis XIV, on travaillait avec des pièces qui étaient des pièces qui avaient une valeur faciale, mais qui n'avaient plus aucune valeur métallique. Hein, donc voilà. Mais comme le roi avait dit que c'était une pièce qui valait autant, ben, le bon peuple disait, bon, ben, ça va, la pièce, elle vaut autant. Mais en fait, métalliquement, elle valait rien du tout. Eh bien, ce qui se passe avec John Law, c'est l'exemple de la totale stupidité de nos gouvernants. Pardon, à l'époque, c'était Louis d'Orléans, neveu de Louis XIV. Donc, la totale stupidité du régent et de ses ministres dans la conduite des finances du pays. Et je me permets de dire, il se passe exactement, mais alors exactement la même chose aujourd'hui. Comment ça fonctionne? Ah non, je dois rester là. Alors, permettez-moi de revenir à mes notes. Oui, effectivement, ce livre, vous voyez, il est accessible dans
chez un éditeur qui s'appelle Le Jardin des Livres, qui est la maison d'édition de Pierre Jovanovic. D'ailleurs, son nom est sur la couverture du livre. Et Claudie va revenir très bientôt à sa rubrique des livres parce que c'était vraiment important. Mais ce sera fait dès que nos petits soucis immobiliers seront résolus. Voilà. Alors, John Law. Donc, Louis XIV meurt en 1715 et son successeur, son arrière-petit-fils, son petit-fils Louis XV, à ce moment-là, n'a que 11 ans. C'est lui qui est l'héritier du trône, mais il ne peut pas accéder au trône avant sa majorité. Je crois que c'était 18 ans à l'époque, ou 17 ans, je ne sais plus. Et donc, on nomme un régent, c'est-à-dire le neveu de Louis XIV, le duc Philippe d'Orléans. Et ce monsieur prend donc connaissance des finances de la France et se rend compte avec horreur que les finances sont absolument catastrophiques et que la France est même tellement endettée que les impôts ne suffisent même plus à payer les intérêts de la dette de France. On y est presque, hein. Je vous signale, aujourd'hui, on est presque là à ne plus pouvoir payer les intérêts de la dette française. Hein. Je vais vous montrer quelle est la véritable dette française, vous allez tomber de votre chaise aussi. Bon. Arrive, à peu près à ce moment-là, en France, un noblion écossais, très grand amateur de femmes, qui doit fuir l'Écosse et l'Angleterre parce qu'il tombe sous le coup d'une condamnation à mort, parce qu'il a trucidé le mari qu'il a rendu cocu, copieusement cocu, et donc, comme ce mari l'avait provoqué en duel, eh bien, John Law a eu le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, de zigouiller le dit mari, et donc toute la famille a évidemment exigé, puisque les duels étaient interdits déjà à l'époque, a exigé la tête de John Law qui s'est réfugié en France. Ce monsieur était un grand joueur, grand amateur de femmes, un peu roublard ou très roublard, et donc il entend que monsieur le duc d'Orléans se lamente à propos de l'état des finances de la France. Et il demande audience auprès du régent qu'il obtient grâce à deux papiers qui expliquent très exactement pourquoi il y a insuffisance de monnaie et qui exposent de l'autre papier les vertus de la monnaie papier. Et donc, il fait tant et si bien qu'il réussit à persuader Philippe d'Orléans et en 1716, c'est-à-dire l'année après la mort de Louis XIV, il obtient de pouvoir ouvrir la Banque Générale, d'accord, et le droit d'émettre de la monnaie papier. Et donc, c'est ainsi que débute l'histoire de la monnaie papier en Europe. Il commence à cracher de la monnaie papier et évidemment, le duc d'Orléans dit « Écoutez, braves gens, aujourd'hui, c'est plus simple que plutôt que d'avoir des pièces qui vous sont volées, etc., prenez plutôt du papier et nous garantissons que ce papier est bien couvert par l'or de la France ou l'or du régent, en tout cas, et l'or de la Banque Générale. Et donc, on commence à vendre des papiers contre de l'or, et donc les gens apportent leurs pièces d'or, leurs pièces d'argent, et tout ça, ça rentre à la Banque Générale. John Law, il est très content, et puis que ce qu'on constate, c'est que cette légère augmentation de l'offre de monnaie, donc de la masse monétaire, apporte une nouvelle vitalité à l'économie, et du coup, on considère que M. John Law est un génie financier. En guise de récompense, le duc d'Orléans récompense donc Law en lui accordant les droits sur tout le commerce français, sur tout le territoire français de la Louisiane. Aux États-Unis, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la Louisiane, qui représente à peu près à l'époque 30% de la surface des États-Unis d'aujourd'hui, d'accord, eh bien, c'était une colonie française. Et on pensait surtout que la Louisiane était très riche en or.
Et la nouvelle compagnie de Mississippi, créée par M. John Law, évidemment, a beaucoup certifié qu'effectivement, il y avait énormément d'or en Louisiane, etc., etc. Et comme il avait les droits exclusifs sur le commerce de ce territoire, rapidement, la compagnie du Mississippi est devenue la compagnie la plus riche de France, parce que tout le monde voulait y investir. Et donc, il ne tarde pas à profiter de la confiance du bon peuple et émet 200 000 actions de cette société contre très cher et évidemment payable contre de l'or et de l'argent et contre lequel les gens recevaient un papier qui disait qu'ils étaient actionnaires de la société du Mississippi. En quelques mois, le cours de la société, le cours de l'action a explosé à x30. C'est absolument génial. L'argent coule à flot, la monnaie coule à flot, et l'eau est à nouveau récompensée. Et cette fois-ci, le duc lui accorde, ainsi qu'à ses sociétés, le monopole de la vente du tabac et le droit exclusif de raffiner et de frapper l'argent et l'or, et fait de la banque de John Law, la Banque Générale, il change de nom, ça devient la Banque Royale. Et donc, M. Law est désormais le gouverneur de la Banque de France. C'est la même chose. Maintenant que sa banque est donc la Banque de France, évidemment, ça signifie que le gouvernement soutient les nouveaux billets de banque contre l'or de la France. Exactement comme notre gouvernement dit, eh ben voilà, nos euros sont couverts par, entre autres, l'or de la Banque de France. Je ne sais pas très bien ce qu'il y a. Enfin bon, voilà. Et puisque tout allait si bien, et là, Philippe d'Orléans, j'ai dit Louis d'Orléans, mais c'est Philippe d'Orléans, excuse-moi, est complètement cinglé parce qu'il dit, c'est génial, non seulement on a pu payer les intérêts de la dette de France, on a même remboursé la dette de France avec de la monnaie sortie de nulle part, hein, avec la monnaie qui sortait de la Banque Royale, tout le monde a été payé avec du billet, c'était impeccable, eh bien, pourquoi ne pas émettre le double de billets? Et John Law se dit, impeccable, hop, on va évidemment obliger le prince et dire qu'on va encore émettre le double de billets. Donc, le gouvernement dépense sans compter, et M. Law est couvert d'honneurs et de cadeaux. Alors, le duc d'Orléans promulgue un édit maintenant qui accorde à la compagnie du Mississippi le droit exclusif de commercer aussi dans les Indes orientales et en Chine et dans les mers du Sud. Et donc, M. Law, qu'est-ce qu'il fait? Il émet immédiatement 50 000 nouvelles actions, mais les demandes, et c'est là que la masse commence à intervenir, exactement comme dans les tulipes, la demande pour les actions n'est pas de 50 000, mais de 300 000 actions. Et qu'est-ce qu'il fait, le monsieur Law? Il dit, bon, très bien, je vais éditer 500 000 actions supplémentaires. Et donc, évidemment, ça explose, toute cette compagnie explose, le prix des actions flambe, tout le monde veut avoir la part du gâteau. Et cette spéculation boursière effrénée, d'accord, et surtout l'augmentation énorme de la masse monétaire, font exploser littéralement tout Paris. Les boutiques sont pleines, nouveaux produits de luxe, les rues sont animées, on achète des maisons, on construit à tour de bras. Enfin bref, il y a une prospérité extraordinaire qui a l'air de rentrer sur Paris. Je vous signale qu'on part de 1716 et maintenant on est à peu près en 1718, c'est-à-dire 2 ans plus tard. Hein, donc en 2 ans. Bon. Mais évidemment, personne ne voit arriver le nuage sombre parce que très vite, 2019, les problèmes, 2019, qu'est-ce que je raconte 1719, les problèmes commencent à surgir. Pourquoi? Parce que les prix commencent à monter en flèche. Quand il y a beaucoup trop d'argent, évidemment, les valeurs immobilières, les loyers et surtout la nourriture commencent à augmenter. Et en 1 an de temps, les prix ont été multipliés par 20 en 1 an de temps. Évidemment, Law se rend compte qu'il a créé une inflation galopante. Et donc,
il continue néanmoins à émettre des actions, de la compagnie du Mississippi. Et il y a un prince, le prince de Conti, le prince de Conti, qui, très très riche, veut absolument avoir des actions, mais pas au prix auquel il vend, mais à un prix plus bas, hein, parce qu'il est quand même le prince de Conti, donc il veut avoir une réduction. Et Law refuse absolument de lui vendre des actions au prix demandé par le prince de Conti. Furieux, le prince de Conti, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 3 chariots et il exige que tout son argent monnaie, donc tout l'argent papier qui était dans la banque de la Banque royale, et toutes les actions du Mississippi qu'il possédait soient chargées dans les chariots et il les retire de la banque. Law commence à paniquer et au lieu de lui donner ça, il lui donne 3 chariots de pièces d'or et d'argent. 3 chariots. Ça devait faire quand même 1 tonne, 2 tonnes de monnaie, enfin d'argent, quoi, de métal. Ils en parlent au duc d'Orléans, qui est très fâché contre le prince de Conti, et qui dit pas question, vous n'avez pas le droit de faire ça, ce monsieur a le droit de faire ce que je lui demande de faire, il a le droit de vous demander les prix qu'il vous a demandé, vous êtes prié de ramener tout ça à la banque. Et le prince de Conti se dit, moi, j'ai pas envie qu'on m'interdise l'accès à Paris et l'accès à la cour, donc il a renvoyé 2 des 3 chariots, mais il en a gardé un et il l'a fait savoir. Eh bien, rien que le fait de l'avoir fait savoir, ça a créé immédiatement une panique monumentale. Parce qu'on s'est dit, si Conti est en train de retirer son argent, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal. Eh bien, en quelques semaines, tout le château de cartes s'est effondré. Vraiment. Le 27 mai de 1720, non, pardon, en février 1720, la banque a cessé de rembourser les billets en or et en argent, puisque, je rappelle, à l'époque, on avait un billet, mais qui était échangeable librement contre de l'or et de l'argent. Donc, en février 1720, il décide, fini, on ne rembourse plus en or ou en argent, et il a même été déclaré illégal d'utiliser des pièces d'or ou d'argent en guise de paiement. C'est vous dire la panique qu'il y avait à la cour. L'achat des bijoux, l'achat de pierres précieuses ou d'argenterie, interdit. Et il y avait même des récompenses qui étaient offertes à hauteur de 50% de la valeur de l'or ou de l'argent confisquées aux personnes trouvées en possession de tels biens. Donc ça veut dire qu'il y avait un système de délation et si vous disiez mon voisin essaye de vendre ou de récupérer de l'or ou de l'argent, eh bien terminé, on lui piquait tout et en plus la personne qui avait blablaté recevait 50% de la valeur, évidemment payée en monnaie de singe qui valait plus rien. Bien. Les frontières sont fermées, les carrosses sont fouillées, donc énorme panique, énorme panique. La crise financière atteint son paroxysme le 27 mai de 1720. Les banques sont fermées et Law est envoyé au pénitencier, ou en tout cas renvoyé du ministère et même expulsé de France. Les billets sont dévalués de 50%. Le 10 juin, les banques rouvrent, d'accord, et reprennent les remboursements des billets contre de l'or, mais évidemment à la nouvelle valeur. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un billet de 100, ben vous receviez pour 100 en or, ben aujourd'hui vous recevez pour le même billet plus que 50 en or. Et lorsque l'or a été épuisé, ça a été de l'argent. Et ce que l'argent a été épuisé, ça a été du cuivre. Vous imaginez bien que très très vite, les gens ont dit c'est pas possible et ça a créé une énorme révolution en France qui a été très 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 difficile de mater. Et donc voilà, évidemment, John Law a fui la France complètement ruiné. Il est mort à Venise quelques temps plus tard en disant qu'il avait été l'homme le plus riche de France et qu'aujourd'hui il était le plus pauvre de Venise. Il est mort sans un sou et complètement abandonné. Mais donc, sachez que l'effondrement de la compagnie du Mississippi et le système de monnaie fiduciaire inventé par Law a plongé la France et même la majeure partie de l'Europe dans une terrible dépression.
qui a duré littéralement des décennies, ça a duré plus de 40 ans. Et donc, ce qui est terrible de se rendre compte, c'est que toute cette affaire a pris au total 4 ans. En 4 ans, la France est passée d'un état d'euphorie à un état de catastrophe absolue. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir avec la leçon numéro 3. Il faut comprendre que l'augmentation de la masse monétaire apporte toujours une amélioration de l'économie au début de l'augmentation de cette masse monétaire. Toujours. Toujours. Je vais vous expliquer pourquoi. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gouvernants, le gouvernement, ils sont tout heureux. Ils disent c'est génial, on augmente la masse monétaire, ça va de mieux en mieux, donc on va continuer à augmenter la masse monétaire. Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est que dès que le pourcentage d'augmentation de la masse monétaire dépasse le pourcentage d'augmentation du PIB, c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. Et c'est évidemment ce que ne veut pas voir le gouvernement, et certainement pas le gouvernement d'aujourd'hui. Et donc, à la fin, qu'est-ce qui se passe? L'or et l'argent se vengent. 3-0 pour l'or et l'argent. Alors, voyons pourquoi c'est comme ça. Je voudrais simplement essayer de faire une petite métaphore. J'ai déjà fait cette métaphore 2 ou 3 fois, mais je vais la recommencer. Si toute l'économie, toutes les richesses produites par un pays sont représentées par ces 6 pommes que vous voyez ici, et que la masse monétaire complète du pays est représentée par ces 6 pièces de 1 euro. Donc vous avez 6 pommes et vous avez 6 euros. Question, combien vaut chaque pomme? C'est très simple, 6 divisé par 6 égale 1. Donc ça veut dire que chaque pomme vaut 1 euro. Bien. Maintenant, étape numéro 2. On augmente la masse monétaire de 1 pièce. Donc maintenant, vous voyez ici 7 pièces. Cette augmentation de masse monétaire permet à des gens de disposer de sous pour créer quelque chose de nouveau. C'est le principe du crédit. Mais ici, au lieu de donner un crédit que vous devez rembourser, l'État augmente la masse monétaire, les gens touchent un peu plus d'argent et peuvent réinvestir cet argent, et donc ça crée très vite une nouvelle pomme que vous voyez légèrement décalée des 6 pommes précédentes. Donc, une augmentation de la masse monétaire permet d'accélérer la vitesse de rotation de l'argent et donc de créer une nouvelle richesse. C'est ce qu'on dit, une augmentation de la masse monétaire au début crée toujours une amélioration de l'économie. Mais à un certain moment, étape numéro 3, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah voilà. Étape numéro 3, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir 7 pièces, on va dire, OK, on va augmenter à 9 pièces. Donc ici, à l'étape 3, vous voyez 9 pièces. Oui, donc on a augmenté de 7 à 9, on a augmenté de 2. Mais ces 2 n'ont pas créé 2 nouvelles pommes, ça n'a créé qu'une demi-nouvelle pomme. Parce que le produit intérieur brut n'augmente pas de la même façon et à la même vitesse que la masse monétaire. Et là, qu'est-ce qu'on commence à voir? C'est des légères hausses de prix. Mais évidemment, tout le monde dit « Oh, c'est léger, ça n'a pas beaucoup d'importance », et particulièrement le gouvernement, parce que le gouvernement, qu'est-ce qu'il voit? Il dit « Oui, mais notre économie continue à grimper ». On s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce qu'elle grimpe à la même vitesse, à la même proportion que la masse monétaire? Si ce n'est pas le cas, il faut diminuer la masse monétaire. Mais nos gouvernements ne font ça jamais. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'augmentation de ces pièces? Eh bien, c'est des travaux publics, c'est de faire travailler l'industrie de l'armement, c'est de la sécurité sociale. On augmente la sécurité sociale, on augmente les remboursements et les gouvernants ne peuvent pas revenir sur leurs promesses parce que sinon ils ne sont plus réélus. Et donc, on est complètement coincé par cette politique à la con qui fait que nos gouvernants ne peuvent promettre que quelque chose qui peut durer 4 ans, parce qu'après 4 ans, ils sont virés. Donc, c'est clair que tout ce système est totalement mal foutu et automatiquement, l'augmentation de la masse monétaire continue parce que une fois qu'on s'est engagé à faire des travaux publics
à augmenter les dépenses de l'armée, à augmenter les dépenses sociales, mais il faut continuer à le faire, même si l'économie ne grandit pas à la même rapidité. Et donc, qu'est-ce qui se passe en étape 4? Eh bien, c'est que peut-être, on a 2 nouvelles pommes au lieu d'1 pomme et demie nouvelle, mais entre-temps, on a augmenté la masse monétaire de façon catastrophique et tout commence à coûter plus cher. Et si tout commence à coûter plus cher, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres et surtout la classe moyenne qui trinque parce que c'est elle qui doit payer de plus en plus d'impôts. Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'État ne raisonne pas en termes d'argent dévalué ou non. Si vous gagnez 1000 aujourd'hui et que la masse monétaire double, donc pour avoir le même revenu ou la même pouvoir d'achat, vous devez avoir 2000. Oui, mais attendez, à 1000, vous êtes taxé à 19%, mais à 2000, vous êtes taxé à 50%. Donc automatiquement, c'est une double imposition de la part de l'État, parce que l'inflation, c'est déjà effriter votre revenu pour leurs bénéfices politiques. Et généralement, ils en profitent financièrement, bien évidemment. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Mais en plus de ça, ça vous met dans des tranches d'impôts nettement supérieures. Et en fin de compte, vous vous appauvrissez. Ce n'est pas parce que vous êtes plus riche nominalement que vous êtes plus riche en termes de pouvoir d'achat. Bien au contraire. Donc voilà l'explication de pourquoi John Law a été complètement, comment dirais-je, couvert de cadeaux par le duc d'Orléans, parce que le duc d'Orléans ne s'est jamais rendu compte de ça. Bon, il ne savait pas, hein, peut-être, on va lui dire on va dire qu'à l'époque, les théories économiques n'existaient pas encore, mais ils n'ont jamais cru, ils n'ont jamais compris qu'augmenter la masse monétaire allait nécessairement créer l'augmentation des prix et la chute de tout le système. Pourquoi? Parce que ces billets ne représentent rien en soi. Ces billets ont de valeur qu'en contrepartie de la valeur de leur contrepartie. Et c'est quoi la valeur de la contrepartie en ce qui concerne John Law? C'était l'assurance du prince que tout allait bien. Mais c'était plus de l'or ni de l'argent. L'or et l'argent étaient dans la Banque de France. Et ça a permis à Philippe d'Orléans, de faire pas mal de business correctement. Bon. Donc, et de rembourser ses dettes aux étrangers, parce qu'à l'étranger, évidemment, ils travaillaient encore avec des pièces et pas avec de l'argent monnaie, avec de la monnaie papier. Bon. Donc, ça mène aussi tout ça à expliquer l'histoire de l'hyperinflation. C'est quoi l'hyperinflation? Eh bien, parlons de la République de Weimar en 1923. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est une photo qui date de là, c'est Arte qui l'a publiée. Vous voyez un pain, et bien sur le pain, il est marqué ce pain vaut 460 milliards de Deutschmark. 460 milliards de Deutschmark pour un pain en 1923. La photo d'à côté, c'est la dame qui est en train de nourrir le feu. Hein, elle va allumer son poêle avec des billets parce que ces billets ne valaient même plus. La valeur du papier était plus importante que la valeur nominale marquée sur le truc. C'est absolument. On n'a jamais vu ça de la vie. 1923 a été pour les Allemands une absolue catastrophe. Et donc, vous voyez aussi le petit graphique à droite. Un marque or valait 2 marques papier en 1918. En 1923, il valait 1000 milliards de marques. Il fallait 1000 milliards de marques pour un marque or à l'époque. Donc, c'est vous dire à quel prix ça a été. Et surtout, vous voyez avec la courbe à quelle vitesse c'est parti, puisque cette courbe a explosé de 1932 à 1933, à 22 à 23. En un an et demi de temps, eh bien, le marque ne valait plus rien. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de la République de Weimar. Au début de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne abandonne l'étalon or, c'est-à-dire qu'il découple le Reichsmark de l'or. C'est ce que j'ai dit, hein, c'est désadosser la monnaie à quelque chose qui a de la véritable valeur. À partir de là, on rentre dans la catastrophe. Bon. Et il suspend le droit de ses citoyens à échanger le mark contre de l'or ou contre de l'argent. Pourquoi? Ben parce que, comme toutes les guerres, la Première Guerre mondiale
a été une formidable occasion de faire fonctionner la planche à billets en mode accéléré pour financer les efforts de guerre. Évidemment, ce qui s'est passé, et même à la stupéfaction des dirigeants à l'époque, ah chérie, je peux te demander quelque chose de plus bien allumé de faire, c'est que, eh bien, il n'y a pas eu d'inflation. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'inflation? Les prix n'ont pas augmenté, mais parce qu'on est en période de guerre. Et en période de guerre, que font les gens? Ben, ils thésaurisent. Donc tout cet argent qu'ils ont reçu, eh bien, ils l'ont foutu dans un compte, un livret A ou des assurances vie, en prévision de, il faudra quand même payer après pour tout ce que la guerre aura fait comme catastrophe. Bon. Et donc, à la fin de la guerre, quand la guerre était finie, la confiance est revenue et les gens se sont remis à dépenser. Mais ils ont dépensé quoi? Non seulement ce qu'ils gagnaient, mais les milliers de milliards de marks qu'ils avaient mis de côté pendant la guerre. Et instantanément, ça a créé évidemment une énorme inflation. Pour donner un exemple, juste avant la fin de la guerre, le taux de change entre l'or et les marks, c'était à peu près 100 Deutschmark pour une once d'or. En 1920, même pas 2 ans après la guerre, il oscille entre 1000 et 2000 marks par once. Les prix de détail ont augmenté de 10 à 20 fois. Et donc, tous ceux qui disposaient d'économies accumulées pendant la guerre, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que ça ne permettait plus que d'acheter que 10%, voire 5% de ce qu'ils pouvaient acheter pendant et avant la guerre avec cet argent. Et donc, le gouvernement a tout essayé de faire pour réduire l'inflation et l'économie a commencé à se redresser doucement. La production industrielle a augmenté, mais il a fallu payer le traité de Versailles, qui a été le traité le plus con de toute l'histoire. Il a fallu payer les réparations de guerre. Et donc, le gouvernement, n'ayant pas les moyens, a continué toujours à faire fonctionner la planche à billets. Et de cette façon-là, en 2021, les prix ont recommencé à augmenter, même qu'en juillet 2022, ils avaient encore grimpé de 700%, donc fois 7. Ça a été un point de rupture, parce que la confiance des gens dans leur économie et leur monnaie a été rompue. Et donc, ils ont vu que leur pouvoir d'achat avait été terriblement diminué par tout ce qui, par l'inflation avant 1920. Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Au lieu de thésauriser, ils se sont dit, puisque l'argent va quand même plus rien valoir, on va acheter. Et ils se sont mis à consommer avec une frénésie absolument impossible. Ils ont tout acheté, tout. Et donc, automatiquement, quand il y a une hausse de la demande de tout, que font les prix? Les prix augmentent évidemment énorme, parce que plus personne ne voulait entendre parler de cette monnaie, de ces Reichsmark. C'était la patate chaude qu'on voulait se refiler de personne en personne. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'Allemagne, après la guerre, a réussi à payer la première indemnité, donc la première partie des réparations de guerre, mais n'a jamais réussi à payer la deuxième. Et là, une fois de plus, excusez-moi, la France et la Belgique, complètement siphonnées, ont dit, ça, ils essayent de nous truander, c'est pas vrai, ils sont capables de payer, donc si c'est comme ça, on va envahir la vallée de la Ruhr, c'est-à-dire la vallée la plus industrielle de l'Allemagne, et ils ont carrément bloqué et repris les usines allemandes, empêchant les Allemands de produire à leur profit. Donc non seulement il n'y avait pas assez d'argent, et la planche à billets continue à fonctionner, mais pas assez d'argent avec de la valeur réelle pour payer les dommages de guerre, mais en plus de ça, on arrêtait à peu près un tiers de la production de toute l'Allemagne. Parce que la vallée de la Ruhr, c'est bien connu, c'est la vallée la plus productive de l'Allemagne. Et donc, qu'ont fait les ouvriers allemands et le gouvernement allemand, ils ont dit, ah, si c'est comme ça, c'est très bien.
nous allons payer les 2 millions de travailleurs qui travaillent dans la vallée de la Roure, on va les payer pour ne rien faire. Donc, par conséquent, toutes les industries se sont arrêtées net. Évidemment, pendant ce temps-là, que devait faire le gouvernement pour essayer de payer sa dette? C'était faire fonctionner la planche à billets. Le 9 février 1923, le New York Times signale que l'Allemagne dispose de 33 imprimeries à billets qui produisent 45 milliards de marques chaque jour. Sachez qu'en novembre 1923, ces 33 imprimés produisaient 500 quadrillions. Alors oui, c'est un chiffre qui existe, 500 quadrillions de marques par jour, ça veut dire 5 milliards de marques par jour. Ils produisaient 5 milliards de marques tous les jours. Donc c'est vous dire que même le papier avait plus de valeur que la valeur nominale de ces marques. Pour donner une idée, donc évidemment le système financier s'effondre complètement, une paire de chaussures qui, avant la guerre, coûtait 12 marques, coûtait en 1923 30 000 milliards de marques. 30 000 milliards. Une miche de pain est passée d'un demi-marque à 200 milliards de marques. Un œuf était passé de 0,08 marques, donc 8 centimes de marque, à 80 milliards de marques pour un œuf. Le marché boursier allemand, qui était de 88 points à la fin de la guerre, était à 26 890 milliards de points, mais la valeur boursière réelle avait chuté de 98,7%. Donc c'est vous dire la catastrophe que c'est devenu. Seuls l'or et l'argent ont dépassé l'inflation. Le prix de l'or est passé de 100 marques l'once à 87 billions, donc 87 trilliards de marques l'once, soit une augmentation de 87 milliards de pourcents. Donc, ce qui est important, ce n'est pas le prix, mais c'est la valeur qui compte. Et le pouvoir de l'argent et de l'or ont évidemment explosé de manière exponentielle. Lorsque l'hyperinflation allemande a pris fin le 15 novembre 1923, la masse monétaire de marques était passée de 29,2 milliards de marques au début de l'année 1919 à 497 quintillions de marques. Donc, c'est-à-dire 497 000 milliards de marques, soit une augmentation de la masse monétaire de plus de 17 milliards de fois. Mais la valeur de cette masse avait baissé de 97,7% par rapport à l'or. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pauvres qui étaient déjà pauvres avant la crise, ils sont restés pauvres. Les riches, du moins les plus intelligents, se sont considérablement enrichis. Tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais c'est la classe moyenne qui a été la plus touchée et la fait réellement été pratiquement anéantie. Néanmoins, il y a eu quelques exceptions. Peu importe que ces personnes soient des pauvres, de la classe moyenne ou des riches. À partir du moment où ils étaient agiles, habiles et ils ont compris ce qui s'est passé, ils ont tout fait pour récupérer la moindre gramme parcelle d'or ou d'argent. Et donc, ils ont prospéré parce que, en l'espace de quelques mois, avec le peu d'or qu'ils avaient, ils étaient devenus incroyablement riches par rapport à tous les gens qui étaient restés avec leur marque qui ne valait plus un clou, mais alors moins que le papier sur lequel était imprimée la valeur faciale. Ces gens-là étaient complètement anéantis. Et il y a des gens qui, avec 3 grammes d'or, ont acheté des baraques. 3 grammes d'or. Aujourd'hui, 3 grammes d'or, c'est combien? C'est 300 €. D'accord? Ils ont acheté des baraques entières pour 3 grammes d'or. Donc, c'est vous dire que ceux qui détenaient leur richesse sous forme d'or et d'argent ont vu leur pouvoir d'achat augmenter, non pas considérablement, mais exponentiellement. Ils sont devenus très riches
en comparaison. Quelle est la leçon donc qu'on doit tirer ici? Et ça, c'est vraiment capital, mes amis, de bien comprendre. Lors d'un bouleversement financier, l'éclatement d'une bulle, le crash boursier, dépression, crise monétaire, la richesse n'est pas détruite, mais elle est transférée. Lors de l'hyperinflation de Weimar, l'or et l'argent n'ont pas seulement gagné, ils ont littéralement assommé la monnaie fiduciaire. Et ceux qui se sont accrochés à l'argent réel, l'or et l'argent, au lieu de la monnaie fiduciaire, ont récolté toute la richesse de ceux qui se sont restés accrochés à la monnaie papier. Et ça, c'est le message que j'essaye de vous dire depuis 2 ans. Aujourd'hui, vous accrochez à des euros, c'est de la folie furieuse. On va droit vers l'hyperinflation. Regardez quelle est la séquence de tout ce système. D'accord? La séquence, c'est quoi? Prenons un pays comme la France, qui, disons, la France, juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui se rebâtit et qui a une monnaie adossée à l'or. Enfin, on espérait adossée à l'or jusqu'en 1944, ça n'a plus été, mais le président de Gaulle a été le seul de tous les présidents alliés qui a exigé le retour de l'or français en France, même que les Américains ont écrit des articles dévastateurs contre lui en disant c'est de la trahison, c'est scandaleux, on les a aidés, etc., etc. Lui, il a bien compris ce que c'était le système. Il a voulu créer un franc français adossé à l'or. Et c'est pour ça que le président français, de Gaulle, a retourné, a récupéré plus de 3800 tonnes d'or, dont ce crétin de Sarkozy a vendu 600 tonnes. Bon, ça c'est une autre paire de manches. Donc, le pays est adossé à de l'or. Mais que fait un pays? Et tous les pays font ça. Ils ont des gouvernants. Et les gouvernants doivent faire des promesses, sinon ils ne sont pas élus. Pour faire des promesses, ils ont besoin d'argent. Donc, ils prennent en charge de plus en plus des programmes de sécurité sociale, des programmes de travaux routiers, des programmes de construction de centrales nucléaires, des programmes de ci, des programmes de là, etc., etc. Et donc, les dépenses de l'État augmentent de plus en plus. Parmi ces dépenses, il y a une dépense très très importante. Ici, je me réfère évidemment à Athènes, à Rome et à l'Allemagne comme l'Angleterre et la France avant la guerre. Évidemment, on commence à, si on veut avoir un petit peu de puissance dans le monde, il faut créer une grosse armée. Et ça coûte très très cher. Donc, on augmente les dépenses et on augmente aussi les dépenses de l'armée. À un certain moment, on se dit, on a une armée absolument puissante, on va en profiter pour reconquérir quelques terrains, etc., etc. Regardez, toute l'histoire de l'Europe, ce n'est que ça, on guerroie tout le temps pour toutes sortes de raisons, mais on essaye aussi d'avoir évidemment des territoires les plus riches possibles pour amasser des fortunes. Donc, à un certain moment, on arrive à la guerre, et s'il y a une activité humaine qui est incroyablement dispendieuse en argent, c'est bien la guerre. Ça coûte horriblement cher. Et donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire quand on est en guerre et qu'on a tous ces programmes qui ne font qu'augmenter? Eh bien, on est obligé de faire tourner la planche à billets de plus en plus vite. Plus on fait tourner la planche à billets, plus on crée de l'inflation, et à un certain moment, on arrive potentiellement à de l'hyperinflation, style ce qu'a connu la République de Weimar en 1923. Bon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est évident que tous ceux qui sont un petit peu malins et qui essayent de trouver des moyens pour obtenir de l'or ou de l'argent contre des billets, tous ces gens-là vont évidemment fleurir et sortir hyper gagnants de cette situation. Et c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui et depuis 2 ans, achetez de l'or, achetez de l'or, achetez de l'or, ou achetez des pierres précieuses, ou achetez des barres d'argent, ça m'est égal, mais achetez quelque chose de tangible qui a de la valeur en soi, qui est de l'argent dans l'étymologie juste du mot argent en français, ce qu'on appelle money en anglais,
et sortez du currency, c'est-à-dire des billets ou de la monnaie, d'accord? Parce que la monnaie n'a pas de valeur, elle n'a de valeur qu'en fonction de celui qui dit qu'il y a de la valeur, soit de l'argent, soit de l'or, ou le gouvernement qui fait tourner la planche à billets. Et tous les gouvernements du monde sont obligés de faire tourner la planche à billets pour respecter leurs paroles politiques. Et c'est comme ça que tourne le monde. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Je ne sais pas comment sera Gézara Nessara. Il paraît que ce sera différent. Je ne sais pas comment. Mais en tout cas, je n'ai pas encore vu Gézara Nessara à l'œuvre pour l'instant. Et je me dis, aujourd'hui, il faut quand même aider les gens à trouver une porte de sortie dans ce qui est en train de se préparer. Et je peux vous assurer une chose, si vous regardez un petit peu YouTube ou les nouvelles sur Internet aujourd'hui de parle, vous prenez des articles en France, vous prenez des articles allemands, anglais, américains, partout, on en voit de plus en plus de voix qui nous disent, mesdames et messieurs, la crise, c'est pour la fin août, début septembre de cette année-ci. Donc, je vous engage à ne pas rester assis sur vos euros, mais de transformer ces euros le plus vite possible. En tout cas, tout ce dont vous n'avez pas besoin tout de suite. Bien évidemment, il faudra garder quelques euros pour vivre, mais garder de quoi vivre pendant 2 mois, et le reste, mettez-les dans du tangible, dans de l'or, des pierres précieuses, de l'argent, je m'en fous, pour que vous puissiez avoir quelque chose que vous pouvez monétiser après, parce qu'une fois que la crise va aller, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un gramme d'or ou une once d'or qui aujourd'hui vaut 2880 euros, moi, je mets ma tête à couper que d'ici la Noël, l'once d'or ne vaudra plus 2800, mais vaudra quelque chose comme 4000 ou 5000 euros. Pourquoi? Non pas parce que l'or aura augmenté de prix, mais parce que l'euro aura dévalué de 50%. Et c'est pour ça que ça vaudra. L'or est toujours la limite là-bas. Il y a des gens qui ont fait des calculs et qui ont bien démontré, avec une once d'or, on pouvait acheter une toge à Rome, on pouvait acheter un costume de roi ou de reine au Moyen Âge, on peut acheter un costume aujourd'hui. C'est toujours à prix, on va dire, à prix d'un très beau costume, on va dire 1500 ou 2000 euros, et bien ça c'est une once d'or. Donc voilà, c'est très simple, l'or n'a pas bougé, c'est toutes les monnaies qui se déprécient par rapport à l'or. Donc, si vous ne voulez pas perdre du pouvoir d'achat, si vous ne voulez pas perdre votre fortune, si vous ne voulez pas perdre votre richesse que vous avez assimilée ou accumulée pendant des temps fous, eh bien, convertissez votre argent dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui en or. Vous n'allez pas le regretter, je peux vous assurer. Où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, la Tribune a produit un article en novembre 2024, donc il y a 6 mois, d'accord, en disant 10 000 milliards d'euros, c'est le vrai montant de la dette souveraine de l'État français. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un calcul et ils ont dit c'est la dette de l'État, plus la dette hors bilan, plus la dette des départements, plus la dette des parastatales. Eh bien, on arrive à 10 000 milliards d'euros. Et 10 000 milliards d'euros, c'est quoi? Ben, c'est ce que nos enfants et nous devons payer à des créanciers aujourd'hui. Et si vous ajoutez à ça le prix ou le coût de la guerre en Ukraine, parce qu'on fait de la guerre par délégation, hein, on est en guerre par délégation avec l'Ukraine, plus le fait que maintenant M. Trump nous a collé 15% de droits de douane supplémentaires, plus le fait que l'État ne réduira en rien son déficit ni ses dépenses. Vous avez bien entendu Monsieur le Premier ministre qui n'a jamais parlé de diminuer il dit simplement on va essayer de diminuer l'augmentation des dépenses publiques. Eh bien, ça ne peut entraîner que vers une seule chose, la planche à billets, l'hyperinflation, et ce ne sera pas loin qu'on va rentrer dans l'hyperinflation. Voilà, mesdames et messieurs, je suis désolé de terminer sur ce très, très mauvais message, mais pour moi, la seule solution, c'est, s'il vous plaît, pensez à acheter de l'or ou des pierres précieuses. Si vous savez comment et où et de la meilleure façon, eh bien, vous m'écrivez sur f.ordep@pm.me. Vous connaissez maintenant mon adresse mail. J'espère que j'ai pu vous prouver que depuis la nuit des temps,
On est dans ce schéma-là et aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans ce schéma-là. Et donc, c'est maintenant qu'il faut profiter du fait qu'on a encore quelque chose qui a un peu de pouvoir d'achat, la monnaie, le peu de monnaie qui a encore un petit peu de pouvoir d'achat. Je vous signale que aujourd'hui, l'euro a déjà perdu 90% de son pouvoir d'achat par rapport à l'an 2000. Donc en 24 ans, c'est quand même pas, ou en 25 ans, c'est pas si mal. Donc voilà, je vous invite à réfléchir profondément et surtout à ne pas trop tarder. Vous pouvez passer ce message à tous vos voisins. Au plus on peut aider des gens à essayer de sauver ce qu'il y a encore à sauver, parce que c'est certainement pas l'État qui va nous sauver. Sur ces mauvaises paroles, je vous souhaite une excellente soirée et je vous remercie de votre attention. Et je vous donne rendez-vous à prochain rendez-vous le 3 septembre 2025 pour notre édition numéro 42. Et qu'est-ce que je ferai pendant ces 42? Je vais continuer l'histoire, mais cette fois-ci un peu plus détaillée en histoire moderne pour vous montrer comment on continue absolument à être dans cette folie de toujours vouloir faire fonctionner la planche à billets parce que c'est la cupidité des boursicoteurs, la cupidité des gens et le terrible besoin de pouvoir des gouvernants qui ne peuvent pas s'empêcher de travailler pour eux-mêmes et jamais pour le peuple, même s'ils disent qu'ils travaillent pour le peuple. Merci à vous, je vous aime, à très bientôt. Ciao. Alors, je dois récupérer ceci.